Et ce sujet sera décortiqué en compagnie du docteur Serge Coucougnon, coach, avec qui nous allons essayer d'avoir quelques petites recettes et secrets pour nous aider à surmonter la difficulté à épargner. Dès lors, on sait qu'il y a problème, on va poser les bases et puis aller tout doucement vers une démarche constructive. Bonjour, docteur. Bonjour, Alex. Bonjour, Angeval. Bonjour, bienvenue. Le Dalai Lama. Namasté. Alors, on parle de surmonter la difficulté à épargner. Peut-être qu'on va essayer de définir déjà ce que c'est que épargner. C'est simplement mettre de côté. D'accord. Mettre de côté une partie de ce qu'on gagne, une partie de l'argent qu'on reçoit. Voilà, c'est tout simplement cela. OK. Je sais que quelqu'un à la maison va dire, moi j'ai un très bon salaire, je gagne bien ma vie, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi je vais m'emmerder à mettre de côté? Parce que j'en ai suffisamment, même en banque, je ne termine pas et tout. Pourquoi mettre Bon, de côté? si on en a déjà suffisamment, on peut estimer que ce n'est pas nécessaire. Mais pour celui qui, et vous verrez qu'il y a plusieurs personnes dans ce cas-là, qui après plusieurs années de travail, n'ont même pas un rond de côté, n'ont pas un sou en banque. Alors pour ceux-là, il peut se poser la problématique de savoir comment est-ce que je parviens à épargner ou alors pourquoi est-ce qu'il est important pour moi de mettre de l'argent de côté. Voilà. À cela, je peux dire que il y a plusieurs raisons qui peuvent encourager, sinon justifier le fait qu'on mette de l'argent de côté. L'une des raisons, c'est que ce qui nous permet d'avoir ces ressources ou d'avoir de l'argent est une activité. Mais on n'aura pas toujours le même niveau d'énergie et la même vigueur pour pouvoir mener cette activité-là, parce qu'il y a l'âge qui arrive. Bien sûr. Voilà. Donc, un temps va arriver où on n'aura pas toujours la même force, donc il faut pouvoir continuer à vivre décemment. Et épargner va se présenter comme étant une alternative, sinon une possibilité qui nous permet de continuer à assurer nos vieux jours. Deuxièmement, on peut considérer que épargner est une façon de préparer notre avenir, de préparer l'avenir parce qu'on a tendance à croire qu'il faut épargner pour les mauvais jours. Je dis que quand on met de l'argent par rapport à quelque chose qu'on craint, ce qu'on craint finit par nous arriver. Oui. Et puis, rien ne dit que les problèmes qu'on va rencontrer vont se limiter juste au montant qu'on a épargné. Donc, on ne veut pas se positionner dans la posture d'une personne qui veut épargner pour juste attendre au cas où quelque chose de mal se produit. Non. Mais il faut plutôt être dans la posture de celui qui veut construire un avenir, donc préparer son avenir. Quelqu'un disait que la meilleure façon de préparer l'avenir ou de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, il faut avoir dans cette optique-là, savoir ce qu'on veut pour demain et puis mettre de l'argent de côté par rapport à la réalisation de cela. Troisièmement, et ce sera le troisième et dernier point sur cette question, mettre de l'argent de côté nous permet de nous préparer à saisir les opportunités. Par exemple, il y a quelques mois, quelqu'un publiait sur son statut WhatsApp qu'une entreprise faisait la liquidation de véhicules ayant été utilisés seulement quelques années. Et c'était de très bons véhicules, les 4x4 à un coût vraiment inégalé. Bon, celui qui se dit qu'il lui faut un véhicule et qui n'a pas suffisamment d'argent de côté pour pouvoir saisir cette opportunité et même, pourquoi pas, revendre le véhicule, ça peut être une bonne affaire, un investissement. Donc, quand on n'a pas suffisamment d'argent de côté, on ne peut pas saisir les opportunités qui se présentent à nous, alors qu'il y en a de très nombreuses et de très belles. Voilà un peu trois raisons qui pourraient inciter, sinon encourager quelqu'un à mettre de l'argent de côté. Et à partir de ces trois raisons et de plusieurs inconnus que vous avez énumérés, comment entamer la démarche de l'épargne selon son profil? Parce que selon qu'on a des ressources conséquentes, il faut définir l'épargne qui s'y prête et en fonction des ambitions. Donc, comment entamer cette démarche-là et le process? Déjà, j'aimerais dire que tout le monde a la possibilité de mettre de l'argent de côté. Tout le monde. Quelqu'un va dire, ah, ce que je gagne, c'est insuffisant. Mais quand j'entends ça souvent, je dis aux gens, qu'est-ce qui t'interdit de gagner plus que ce que tu reçois dans ton salaire? Qui t'interdit? Personne. Donc, tout le monde a la possibilité de mettre de l'argent de côté. Seulement, la plupart des personnes se limitent à ne voir que ce qu'ils gagnent comme étant le seul moyen de subvenir à leurs besoins. En dehors de ça, il n'y a rien. Maintenant, si on veut rentrer dans une démarche d'épargne, si on veut se conditionner à épargner, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Je dirais que la première étape, c'est d'être déjà clair sur nos besoins. Souvent, on le dit comme ça, mais très peu de personnes prennent conscience qu'il faut clarifier quelles sont nos charges.
je discutais avec un entrepreneur il y a de cela quelques semaines et il me disait, bon, je veux pouvoir gagner 1,5 million ce mois-ci. Je dis, OK, 1,5 million c'est bien, mais pourquoi? Pour faire quoi? Bon, non, j'ai des charges, c'est quoi tes charges? Mais il a fallu que je coince pour qu'il parvienne lui-même à clarifier, effectivement, voici mes charges, ça ne fait même pas 200 000. D'accord? Donc, il faut clarifier ce dont on a besoin. Il faut s'asseoir pour faire ce travail-là. Deuxièmement, il faut définir nos objectifs de vie. Parce que si on ne vit que pour subvenir à ses besoins, c'est la survie. Donc, il faut définir des objectifs qui vont nous permettre d'avancer, de progresser. Quelqu'un disait que le bonheur est dans le progrès. Donc, pour vous, peut-être les objectifs majeurs, ça peut être d'avoir un bien immobilier ou ça peut être de faire un voyage, d'assurer un certain style de vie. Mais quels sont vos objectifs majeurs? Et les évaluer, bien évidemment, parce que quand on définit les objectifs, il faut savoir ça va nous coûter combien. Quelqu'un disait dans un livre 5 qu'il n'y a pas une personne qui s'engage dans un projet de construction sans définir ce que ça va coûter. Sinon, en cours de route, il s'arrête et puis tout le monde se moque de lui. Donc, quand on a des objectifs, il faut les évaluer. Troisièmement, il faut pouvoir violer de manière consciente ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Cette loi-là est très utilisée dans le domaine du travail et elle dit que le travail aura tendance à s'étaler en fonction du temps qui lui est imparti. Mais quand on ramène cette loi-là dans le domaine de l'argent, ça montre simplement que nos dépenses vont avoir tendance à augmenter en fonction de nos revenus. Oui. Vous verrez par exemple que en raison d'une situation particulière, l'État peut prendre une décision d'octroyer certaines primes à certains corps de métier. Mais vous verrez des gens qui sont de ce corps de métier augmenter leur niveau de vie. Et de dépenses. Et de dépenses conformément à l'augmentation qu'ils ont reçue, qui peut être temporaire. Qui peut être temporaire. Et c'est une erreur justement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de cette loi et ils n'ont pas décidé de la violer de manière consciente. La violer de manière consciente, c'est décider par exemple que si je gagne 600 000 francs, je vais dépenser seulement 400 000 francs dans ce salaire-là. C'est un exemple. Je dépense seulement 400 000 francs, j'épargne systématiquement les 200 000 francs. On va me dire, mais si les besoins s'élèvent à plus de 400 000 francs, qu'est-ce que je fais? C'est en cela que la quatrième étape devient importante. Il faut augmenter son intelligence financière. Il faut augmenter sa capacité à gagner de l'argent en dehors du salaire qu'on a. Et ça, c'est une chose qu'on peut apprendre. On ne naît pas avec, on apprend. La plupart des gens se disent, moi j'ai mon salaire, ça me suffit, ou alors j'ai mon salaire, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Mais on apprend, on réfléchit différemment. On ne peut pas rester dans un système où on nous dit, oui, va, obtiens tes diplômes et puis obtiens un salaire. Si tu fonctionnes comme ça, tu vas être frustré toute ta vie. Donc, il faut développer son intelligence financière. Oui. Le cinquième point, ça va être de maîtriser ses émotions parce que justement, les émotions, quand on ne les maîtrise pas, on a tendance à dépenser plus que ce qu'on a prévu. Une belle sollicitation, là, ça et là, on veut jouer le gentil et puis on fait sortir de l'argent n'importe comment. Et pour terminer, il faut accepter de se faire contrôler ou alors il faut accepter de rendre des comptes. Parce que quand tu reçois ton argent, toi seul, personne ne te dit mot, tu en fais ce que tu veux. Mais quand tu as une épouse à qui tu as donné l'autorisation quand même de regarder ce qui se passe, ou tu as un mentor qui peut te poser de vraies questions, oui. Bon, tu fais un peu plus attention par rapport à la façon dont tu utilises ces sous-là. Voilà donc quelques 6 étapes qui peuvent permettre de mettre de l'argent de côté. Vous souriez. À l'entente de mentor, il dit oui, l'épouse, il n'a dit mot. Non, l'épouse, oui. Mais elle fait un bon travail. Non, alors, mais, bien sûr. Alors, dites-nous, c'est vrai que vous avez dit clarifier les charges et tout, mais faut-il penser long ou court terme lorsqu'on veut épargner déjà? Il faut penser long terme parce que ça commence déjà par savoir quel genre de vie je veux mener. Quel genre de vie je veux mener, qu'est-ce que je veux pouvoir réaliser comme objectif pendant que je suis là. Aujourd'hui, par exemple, on est à 191 jours de la fin de l'année. 191 jours de la fin de l'année. Et il y a des personnes qui ne savent pas clairement, à ce jour, ce qu'elles veulent pouvoir réaliser d'ici la fin de l'année. Ça demande un temps de pause, de réflexion et puis de choix conscient par rapport à demain. Donc, c'est sur la base des choix, de la qualité de vie qu'on a envie d'avoir, qu'on va définir ce qu'il nous faut mettre de côté par rapport à ces rêves-là.
Et vous avez donné un indicateur très important, à savoir le temps. Parce que généralement, on a tendance à voir, hein, quand l'année se termine, on va prendre les bonnes résolutions de l'année à venir. Justement, comment, en adéquation avec ces résolutions-là, stratifier son plan d'épargne en fonction de ses ressources et de ses aspirations de création Je de pense que richesse. la réponse est dans la question. Tenir compte du temps, tenir compte de ce qu'on gagne et puis organiser ce qu'on peut mettre de côté par rapport à ça. Mais pratiquement. Alors, à cela, je voulais dire quelque chose. Souvent, on a des objectifs qui sont plus importants que ce qu'on gagne en termes de réalisation ou qui demandent beaucoup plus de sous que ce qu'on gagne. Et on ne va pas aller nécessairement fonctionner en termes de prêt parce que tu peux emprunter, une personne peut emprunter, mais arrivé à un moment, elle ne pourra plus emprunter. Parce que quand on emprunte, il faut rembourser. C'est clair, avec intérêt. Alors, justement, avec intérêt. Cela veut dire que lorsqu'on a un moyen de revenu, un canal de revenu ou ce qu'on considère comme étant une source de revenu et que cela ne suffit pas, il ne faut pas se limiter à cela. Il ne faut pas se donner des raisons pour se dire « je n'ai pas le temps de faire autre chose » ou alors « je ne sais pas comment faire autre chose ». Quand on ne sait pas, on apprend. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Okay? Donc, le fait d'avoir à l'idée que j'ai telle chose à réaliser et que ce que je gagne ne me permet pas de faire cela, doit pouvoir nous inciter à utiliser nos potentialités, à utiliser notre savoir, à rendre ça accessible, à vendre ce qu'on a comme capacité ou à le mettre au service des autres pour pouvoir générer d'autres sources de revenus et tranquillement pouvoir mettre de l'argent de côté par rapport à nos projets. Donc, pour répondre à votre question, on connaît le temps dont nous disposons. On connaît les objectifs que nous avons. On connaît le salaire qu'on a ou le niveau de revenu qu'on a. On connaît nos charges. Bien évidemment, il faut couvrir nos charges. Parce qu'on ne peut pas dire, je me consacre entièrement à mon projet, je prends tout mon revenu, je mets dans mon projet. Bon, on vit comment, de manière concrète. Donc, ça va dépendre des charges qu'on a et puis des objectifs que nous avons à côté. Est-ce que le revenu qu'on a nous permet de couvrir convenablement nos charges et est-ce qu'il reste une marge qui nous permet d'investir dans le projet qui nous importe? Alors, vous avez parlé tout à l'heure des sollicitations. On peut faire fi de ça, on peut s'en passer. Des sollicitations et tout, mais nous sommes en Afrique, il y a certaines réalités. Il y a la famille souvent qui pèse sur certaines personnes et tout. Qu'on soit homme ou femme, quand on travaille, souvent la famille, elle pèse beaucoup. Qu'est-ce qu'il faudrait faire face à cette famille-là qui n'hésite pas vraiment à être... voilà, demandeuse. C'est pas évident. Hein? Et ce n'est pas que la famille. Oui. Bon, en fait, je suis resté dans la famille. Justement, oui, il y a aussi les amis. Je me rappelle d'un proche qui avait été admis au concours du CAFOP et pendant un certain temps, il n'y a pas de salaire. Donc, c'est après que le rappel arrive, tout ça. Mais durant cette période-là, il vit quand même. Donc, il se faisait aider, ça et là, par certaines personnes, certains membres de la famille. Et quand son rappel arrive, c'est tout un stress. Parce qu'il se dit, à qui je vais dire merci, à qui je ne vais pas dire merci. Comment je vais manifester ma gratitude? On a toute la vie pour manifester notre gratitude. Oui, au risque de se faire traiter d'ingrat. Mais on a déjà, il faut savoir qu'on a tout le temps pour manifester notre gratitude, tant qu'on respire, et puis tant que les gens qu'on aime respirer. Alors, il faut se dire qu'on peut stratifier la démonstration de notre gratitude. On peut organiser. Ça, je voulais déjà clarifier ça. Pour dire à une personne que ce mois-ci, je peux décider de dire merci à Angeval pour ce qu'il a fait. Oui. Je lui donne un peu. Le mois d'après, je peux décider... Pendant que l'autre est en train d'appeler pour dire, mais tu m'as oublié. Voilà. Et deuxième aspect, c'est que... critères de sélection, de positionnement. Il faut clairement sélectionner. Et puis, il y a un élément à prendre en compte avec lequel il faut être intransigeant. Priorité à sa famille nucléaire. Priorité à sa famille nucléaire. Il faut que votre famille, votre femme et vos enfants aient prioritairement de quoi satisfaire leurs besoins avant de penser à aider des gens qui sont autour. Deuxième élément, vous voyez souvent dans certaines familles, on attribue les montants de cotisation à la tête du client. Ou alors on lui dit, oh, lui il travaille, donc il peut payer ça. Ou même les femmes, quand elles sont mariées, on dit, mais toi tu es mariée, non? Oui, on augmente en fonction du statut matrimonial. Comme si ton mari a l'argent, donc... Voilà, comme si le fait d'être marié était un emploi. Donc, et là-dessus, il faut pouvoir se limiter à ce que nos moyens nous permettent. Par exemple, si je dis que je ne peux que donner 10 000 francs
par rapport à cette cotisation, je donne ces 10 000 francs. Celui qui dit que c'est petit n'a qu'à compléter. Et puis ça va devenir beaucoup. Quand vous changez les paradigmes... C'est l'Ivoirien. Vous changez les si on ne change pas les paradigmes... paradigmes, les gens vont s'enfermer dans des choses qui vont les faire souffrir inutilement. Donc, maintenant, comment faire comprendre ça aux gens en face? Parce qu'après, on va se retrouver... On ne peut pas rentrer dans une dynamique d'éducation de tout le monde. On ne peut pas éduquer tout le monde. La véritable difficulté, c'est quand on ne donne rien du tout. Voilà. Celui qui ne donne rien du tout, celui-là... Bon, on va dire, il est méchant, il est ceci et cela. Mais quand il donne un peu, on va dire, bon, lui là, c'est vrai, il ne donne pas beaucoup, mais chaque fois qu'on dit, il donne un peu. Non, il faut... Le dosage, quoi. Voilà, il faut donner un peu en fonction, sans que ça nous mette mal à l'aise. Oui. Et l'un des gros problèmes, c'est parce qu'on a peur d'être jugé. C'est vrai. C'est ça. On a peur qu'on nous dise que non, on est méchant, on n'est pas gentil, on n'est pas gentil, on est avare, tout ça. Mais je crois que le facteur le plus important, c'est que nous-mêmes, là, quelles sont nos valeurs? Quand je me regarde, je sais que moi, je ne suis pas avare. Je sais que je suis quelqu'un de généreux. Je sais que je m'occupe de ma famille et je fais avec ce que je peux. Celui qui estime que c'est insuffisant, qu'il complète pour que la famille se porte mieux. Oui. Et finalement, en définitive, comment maintenant lever la difficulté majeure pour pouvoir épargner? La difficulté à épargner prend racine déjà dans le conditionnement. Quand je dis conditionnement, c'est l'apprentissage de certaines habitudes. Et ce conditionnement-là, il va influencer la façon dont on croit qu'on doit gagner de l'argent et il va aussi influencer la façon dont on croit qu'on doit le dépenser. Ce conditionnement prend racine dans notre famille d'abord. Parce que quelqu'un qui a vu un parent ou son père, un père qu'il aime, dépenser tout son argent sans mettre de l'argent de côté, et parce qu'il aime ce père, il va copier inconsciemment ce comportement. Je connais quelqu'un comme ça qui a vu son père, qui a travaillé pendant de nombreuses années et qui avait un certain niveau de revenus, et au décès de ce dernier, ils n'ont même pas trouvé un rond sur son compte bancaire, même pas un rond, parce qu'il a vécu comme ça à 100 à l'heure. Et lui, ce jeune homme que je connais étant marié, commençait à avoir le même comportement. Donc il gagnait de l'argent et il prenait plaisir à acheter les choses, dépenser jusqu'à ce qu'il réalise qu'en fait, je suis en train de reproduire le même comportement de mon papa. Donc on prend chez nos parents, chez les gens qu'on aime, certaines attitudes et ça nous conditionne à agir d'une certaine façon. Le deuxième niveau de conditionnement, c'est la religion. Certaines religions ont pour tendance à dire ou à faire croire à leurs adeptes que ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Et donc, on ne doit pas s'amasser de trésors sur la terre, là où les voleurs percent, là où la ruine détruit. Bon, ça sert à quoi de mettre l'argent de côté? De toute façon, le Seigneur pourra, on a dépensé. S'il a permis que l'argent soit là, même si c'est la cotisation de l'Église, dépensons. Et puis, il va permettre que ça vienne encore. Donc déjà, il faut commencer à détruire ces deux types de conditionnement pour comprendre que, attention, si on continue à reproduire les schémas de nos parents, on va tout droit dans le mur. Si on continue à fonctionner de cette façon qui fait qu'on ne met pas de l'argent de côté, la réalité nous rattrape pour nous dire que, attention, il y a tel besoin ou il y a tel problème que tu vas rencontrer devant toi. Deuxième chose. Rapidement, pour terminer. Oui, pour terminer, oui. Je dirais que c'est l'avidité. Hein. L'avidité qui fait qu'il est beaucoup difficile pour des gens de mettre de l'argent de côté parce qu'on a envie de manière effrénée ou de manière frénétique de posséder certaines choses ou de paraître. Oui. Voilà, le voisin a eu ça. Il faut que moi aussi, je montre que je suis à certaines dimensions, certaines hauteurs. Donc, on vit au-dessus des moyens qu'on est capable de générer. Ça nous mène dans des situations difficiles. Bien sûr. Merci beaucoup au docteur Serge Koukouignon. Il est coach aujourd'hui. Comment surmonter la difficulté à épargner? Vous l'aurez compris, il faut avoir cette intelligence financière et savoir épargner. Il faut bien réfléchir ce que vous allez faire de votre vie. Merci beaucoup. Excellente journée.